le sujet de l'intervention était tout à fait intéressant puisqu'il mentionnait en fait les nouveaux rapports de confiance. C'est quelque chose qui est crucial pour comprendre l'apport de la technologie blockchain, qui est une des technologies qui sont en train de révolutionner les choses de manière vraiment fondamentale. C'est pas la seule. Je vais du coup vous expliquer en grande partie à l'aide de Lego. Je vais parler, mais je vais aussi montrer ce dont je parle avec des Lego. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de personnes, je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent le sujet blockchain, peut-être par les crypto-monnaies, peut-être par d'autres cas d'usage. Et quand on essaye d'en parler autour de nous, on se retrouve face à un mur et les gens ne nous comprennent pas. Et du coup, j'ai fait cette expérience aussi en 2017, donc puisque depuis 2017, je suis impliquée dans des sujets blockchain, soit associatifs, soit professionnels, et soit les deux. Et du coup, j'ai testé en 2018, lors de l'inauguration d'un incubateur à Nantes, je me suis dit, et qu'est-ce qu'on fait si on l'expliquait complètement différemment? Parce que la blockchain, pour ceux qui connaissent, c'est un réseau, et c'est un réseau en mouvement, en interaction, avec des processus différents, avec des acteurs différents, qui font des choses différentes en interagissant en même temps. Et du coup, le langage, c'est quelque chose qui est linéaire. Okay, c'est grand 1, petit a, petit 2, etc. etc. Et je me suis dit que utiliser un médium qui est donc linéaire, comme le langage, tout seul, pour expliquer quelque chose qui est un réseau en mouvement, ce n'était pas forcément la chose qui allait fonctionner le mieux. Du coup, j'ai testé lors de cette inauguration, et il y avait un public extrêmement hétéroclite entre des jeunes startups qui étaient incubées par la structure et puis vraiment les personnages, on va dire, du milieu économique nantais, donc des investisseurs, des personnes de la CCI, etc. Et beaucoup de banquiers. Il y avait un public très hétéroclite et en fait, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus me voir à la fin en me disant « C'est fou, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois que je lis des articles sur la blockchain et je n'avais pas compris de quoi il s'agissait. Et voilà, en 3/4 d'heure, on a compris. » Donc évidemment, ça c'est une grande promesse. Je ne vais pas vous expliquer la totalité de tout l'écosystème, comment ça fonctionne et de tout ce qu'il y a à connaître sur le sujet, puisqu'on n'a qu'1 heure. On va prendre 1 heure à peu près pour la démo, enfin pour l'introduction avec des interactions. Si vous bloquez, surtout posez vos questions parce que je ne veux pas vous larguer complètement en cours de route, ok? Si c'est des questions d'ordre plus général, plus, on va dire, de compréhension globale, de questions qui vont prendre la blockchain comme point de départ pour une réflexion plus globale, je serais vraiment ravie de répondre à vos questions, mais on va faire ça du coup plus à la fin en fait. Là, on va dérouler d'abord et je ne veux pas vous perdre. Ok? Donc, allons-y. Donc, au début, quand je faisais l'atelier, je ne me suis pas rendu compte que la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, on vit en système centralisé, globalement. On est surtout dans des structures de pouvoir qui sont assez pyramidales, assez centralisées. Il y a des chefs, il y a des sous-chefs. On est à quelque part dans une hiérarchie et l'information va transiter et les validations, donc le pouvoir en fait va transiter par quelque chose d'assez central, une autorité centrale. Ça, je l'ai représenté en Lego. Et du coup, voilà, l'autorité centrale, vous voyez, c'est je l'ai représenté par la reine, là, avec sa couronne. Et l'autorité centrale, elle est responsable d'une source de vérité. On va dire que ça, c'est des informations, en fait, dont elle est garante. Et le système en entier, donc vous avez aussi des tiers de confiance, donc le shérif qui vérifie qu'il n'y a pas d'embrouille, l'administration qui va aider à faire fonctionner ce système. Et vous imaginez que ça, ce sont des informations. Okay, ce sont des informations dans lesquelles les 10 millions de personnes, là, tous les autres, en fait, petits bonhommes, qui se connectent à cette source de vérité, dans lequel, globalement, ça fonctionne avec la confiance. On a besoin d'avoir confiance dans
certaine véracité, une certaine solidité du système pour que ça fonctionne. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, vous avez la source de vérité, tout le monde se connecte en temps réel, c'est très rapide, etc. Au niveau de l'infrastructure, ça va vite, c'est simple. Et dès qu'il y a une information qui change, du coup, par exemple, voilà, celle-là, eh bien, toute l'information est mise à jour et elle va circuler. Toutes les personnes se connectent à cette source de vérité et on a confiance dans la véracité de la reine, voilà, et de son administration et de tout le système qui est autour. En revanche, quand intervient une hackeuse avec un cheval de Troie, voilà, très maligne et qui peut potentiellement convaincre en fait des personnes clés dans ce système qu'il faudrait changer une information. Eh bien, les informations ne sont pas nécessairement soudées entre elles et puis ça peut être assez discret, ça peut être assez bien fait. Et finalement, on peut juste insérer, par exemple, elle peut dire, voilà, pour le bien commun, on va déplacer de quelques dizaines de zéros, une virgule sur un compte en banque X ou Y, mais qui soutient une cause, etc., etc. Elle a été très convaincante. Le shérif, il regardait ailleurs, ce qui arrive parfois. L'administration, bah, soit ils étaient un peu... Une personne était véreuse dedans, soit ils n'ont pas vu non plus. Et voilà. Et ça, ce n'est pas de la paranoïa ou du complotisme, en fait, quand je vous dis ça. Parce que vous avez du coup 10 millions de personnes qui se connectent et la source de vérité étant unique, c'est mis à jour et ils ont tous cette info. Et donc, tout à coup, la nouvelle vérité, mais on n'a pas vu que justement elle était nouvelle et qu'elle avait été trafiquée, ça devient cet ensemble de données. Ok, c'est pas fou. Voilà, vous voyez de temps en temps des affaires de blanchiment, de malversation, des affaires de corruption, etc., qui apparaissent régulièrement dans la presse, dans un délai qui est quelquefois de 5 à 10 ans plus tard. Okay, ça ne veut pas dire que toute perturbation de la source de vérité et toute perturbation du système va toujours se produire de manière dissimulée, mais c'est quelque chose qui arrive. C'est un des effets collatéraux des systèmes centralisés, c'est une des fragilités des systèmes centralisés. Du coup, la technologie blockchain, elle vient vraiment changer quelque chose de fondamental là. Et du coup, je vais faire un petit détour par quelque chose qui s'appelle voilà, le problème des généraux byzantins. Qui est donc le problème des généraux byzantins, c'est un problème qui a été modélisé, c'est un problème mathématique qui a été formulé comme un problème mathématique. Il a été modélisé en 1982 par des chercheurs de la côte est américaine et ils ont créé une petite histoire. Le problème vise à organiser un système de pair à pair, un système décentralisé, un système qui fonctionne sans besoin d'aucune confiance. Donc, je répète, sans besoin d'aucune confiance. Donc, ils ont créé une petite histoire pour expliquer. Et voilà. Alors, imaginons que cette ville, elle est assiégée par des généraux byzantins. Et il y a un certain nombre d'armées. Voilà, ils vont être 6 armées. Et puis, ils sont prêts à prendre la ville, sauf que, voilà, ils ne se font pas confiance. Alors, ils se font, mais vraiment pas confiance. Mais en revanche, s'ils attrapent la ville est très bien défendue. S'ils prennent cette ville, ils ne peuvent la prendre que tous ensemble. La ville, ils sont très malins aussi, ils peuvent envoyer des messagers, puisque vous imaginez qu'ils sont derrière une rivière, une montagne, etc. Ils ne sont pas collés, en fait. Ils ont besoin de communiquer par le biais de messagers. La ville, ils peuvent envoyer des messagers qui disent à 2 armées, par exemple, on attaque demain à l'aube. Ils savent que si seules 2 armées attaquent, ils vont les massacrer. Et 4 armées ne suffiront pas à prendre d'assaut la ville. Par ailleurs, voilà, elle a des ambitions politiques, cette générale-là. Lui, il la bloque, c'est lui qui est en poste.
Lui, il est très courageux, mais il fait massacrer la moitié de ses hommes, donc des fois il s'enfuit, à chaque fois c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, il faut se méfier de son courage, sa témérité, on va dire. Lui ou elle, d'ailleurs, gender neutral, neutral, comme on dit. Je ne sais pas si c'est... oui, bah, c'est un neutre, voilà. Ce personnage, il est hyper sympa, il est hyper honnête, mais il est très naïf. Et donc, on ne sait pas quand une information transite par lui, s'il s'est fait avoir ou si c'est une information valide. Donc, il faut se méfier de ce qui vient vers lui, pas parce qu'il est mauvais, mais voilà. Lui, il est hyper avide, il s'intéresse que au butin, il s'en fiche de soutenir les autres et de regarder ce qui se passe sur la dynamique générale. Et lui, c'est un très fin stratège, mais il en veut énormément à elle qui a épousé son frère et il lui a pas pardonné. OK? Donc, on comprend que s'ils unissent leurs forces, il n'y a pas de général en chef, hein, c'est que des généraux, ils sont tous à égalité, tous avec leur armée. Il n'y a pas donc de pouvoir central. C'est là que vous comprenez, en fait. Il y a effectivement une ville au centre, mais c'est l'ennemi, c'est la ville assiégée. Ou c'est plutôt le butin promis. Okay, il n'y a pas de pouvoir central. Il n'y a pas de chef, de sous-chef, etc., puisqu'ils sont à égalité en tant que généraux. Ils savent tous que s'ils réussissent à coordonner leur action, ils peuvent prendre cette ville. Mais que si une armée ou deux armées font défaut, ils ne pourront pas, ils ne pourront rien, ils seront obligés de rentrer bredouille à Byzance. Okay, et il n'y a aucune confiance en eux. Donc là, ce problème, en fait, il a duré un certain temps, puisqu'il a duré quand même de 1982 à 2008. Il a donc été formulé par des mathématiciens. Et en 2008, un anonyme du nom de Satoshi Nakamoto, donc ce n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme, a déclaré sur un forum, enfin sur une liste de diffusion en fait de cypherpunk, donc de cryptographes qui se mettaient de ce mouvement de cryptographes en fait. Donc j'ai bien dit cypherpunk, hein, c'est pas cyberpunk, c'est pas la même chose. Okay, donc ce mouvement de cryptographes américains qui se sont préoccupés de créer énormément d'outils pour protéger la vie privée, pour protéger donc beaucoup d'aspects en fait de la liberté individuelle, puisqu'ils se sont dit à partir du moment où Internet et une espèce de masse de données comme ça vont circuler partout sur tout le monde et sur tous les sujets, comment fait-on pour protéger la liberté individuelle? Et donc, ça passe par l'anonymat et beaucoup d'autres aspects de la protection des libertés. Et du coup, c'était un mouvement qui créait du code et qui créait des programmes open source. Donc, ça s'écrit CY, pardon, PHER, cypherpunk. Okay. Et une lettre, donc une sorte de newsletter, une lettre de diffusion, une liste de diffusion de cryptographes, voilà, qui s'intéressent spécifiquement à la cryptographie. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est la cryptographie. En 2008, donc fin 2008, cet anonyme, Satoshi Nakamoto, déclare « J'ai résolu le problème des généraux byzantins et le problème de la double dépense. » Je vais l'expliquer aussi. Je propose de créer un système monétaire mondial alternatif qui serait impossible à censurer. Et il envoie donc un papier de 8 pages qui s'appelle le White Paper du Bitcoin, donc, et qui est le programme avec le code, avec des éléments de code, une explication en fait du système Bitcoin, qui est donc un protocole informatique, et il l'envoie à cette liste de diffusion. Et ce white paper, le cofondateur de Apple, donc Steve Wozniak, disait l'an dernier, je crois, c'est assez récent, c'était pas à l'époque, il commentait sur ce white paper en disant c'est un miracle mathématique. Donc c'est effectivement une œuvre, on va dire, de code, mais c'est une œuvre politique, mais c'est une œuvre mathématique. Voilà. Donc il envoie ça et il dit, il l'intitule électronique, alors peer-to-peer, electronic cash system. Ok, c'est de l'argent électronique en pair à pair, entre égaux, sans organisation, alors sans banque centrale. La banque centrale, c'est le code en fait, avec une politique monétaire qui est prévue depuis 2008
C'est-à-dire que vous avez peut-être vu passer cette information. En fait, la politique monétaire de Bitcoin est connue depuis le début et elle n'est pas modifiable. Voilà, contrairement à ce qu'on connaît, on va dire, dans la vie des banques centrales et voilà, des gouvernements classiques où la politique monétaire, elle fluctue et on n'est pas spécialement consulté et on n'est pas spécialement prévenu en tant que citoyen que les choses vont changer. Au niveau de Bitcoin, c'est totalement limpide. On ne va créer que 21 millions de Bitcoin. Le dernier va être créé, enfin les derniers morceaux vont être créés en 2140. Voilà, donc on n'y est pas, mais en fait, c'est un ralentissement de la création monétaire puisqu'il y a déjà 18,5 environ Bitcoin qui sont en circulation, qui ont déjà été créés. Alors, il y en a qui ne sont pas en circulation, justement, il y en a qui ont été perdus, il y en a qui sont bloqués sur des comptes qui... par exemple, un des comptes de Satoshi Nakamoto qui a entièrement disparu donc en 2010, si je ne m'abuse, de la circulation. Personne ne sait qui c'est et il n'a plus donné suite. Donc, sur Satoshi, sur le mouvement Cypherpunk, je vous recommande d'aller voir l'excellent documentaire de Rémi Forté qu'il a fait pour Arte. Donc, en tapant Arte, le mystère Satoshi, vous allez voir les 6 épisodes. Donc, c'était une web-série produite par Arte et réalisée par Rémi Forte, qui est nantais aussi. Donc là, je suis à Nantes, donc je le connais depuis longtemps. Et d'ailleurs, il m'a déjà soutenu sur un atelier Lego, comme ça. Voilà, il a déjà été collaboré avec moi. Ce dont je suis très fière, puisqu'il est beaucoup plus reconnu maintenant. Il a 3 millions de vues, 4 millions, je ne sais plus. Ce documentaire est vraiment très, très bien fait. Donc, assez sur Satoshi. Donc, démarre le lancement donc, de ce protocole Bitcoin. Et du coup, le 3 janvier 2009, il crée le premier bloc de cette chaîne, puisqu'il a une dizaine de personnes qui ont dû lui dire « Ah, super, ok, si tu fais ça, je veux bien participer et rentrer dans le système. » Ok. Et donc, on va enlever la petite ville. Et vous allez imaginer maintenant que voilà, ceci est donc en train de devenir un système monétaire mondial décentralisé, en pair à pair. Voilà. Hop. Donc Satoshi, on ne sait pas qui c'est, donc je vais poser le bloc sur le côté, voilà, là. Créer le premier bloc. Et le premier bloc s'appelle le Genesis block. Je l'ai mis en blanc parce que c'est le premier. Il y a assez peu d'informations dedans. Vous avez bien compris qu'on parle d'un système donc, financier monétaire alternatif. Comme il est basé sur du digital, du numérique, c'est donc une information, puisque le numérique, c'est de l'information. Et c'est pour ça que je vais revenir sur le problème des généraux byzantins. Et le problème des généraux byzantins, non, on y est passé. Le problème de la double dépense, puisqu'en fait, quand vous utilisez le web, si vous envoyez un mail, vous gardez une copie et celui qui le reçoit garde une copie. OK ? Et celui qui reçoit le transfert, il garde une copie, etc., à l'infini, en fait. Le web, c'est le règne, enfin, c'est le royaume du copier-coller. Donc, comment fait-on? Comment on peut créer un système monétaire alors qu'on peut virtuellement copier-coller la monnaie? C'est juste pas possible, en fait. Personne ne serait d'accord pour investir de l'argent là-dedans. OK? Et donc, c'est pour ça que ce problème-là s'appelle la double dépense. Le problème de la double dépense, donc je vais vous le montrer au début, donc il n'y a pas grand monde de connecté sur le réseau. Ah, du coup, vu qu'il y a l'encart là, hop, voilà, je vais déplacer un peu. Et il y a quand même 3 personnes, on va dire, qui ont créé, voilà, qui se sont synchronisées sur le réseau et on dit, OK, nous aussi, on participe, on prend un bloc de la Genèse. Donc, le problème de la double dépense, ce serait par exemple, elle, vous voyez, elle veut acheter sa Tesla à lui. OK ? Et donc, le petit programme informatique qui vérifie donc automatiquement est-ce qu'elle a un numéro de compte valide. OK ? Est-ce qu'elle a l'argent? On va dire un Bitcoin pour une Tesla, c'est fair play. Et est-ce qu'elle l'envoie bien à un numéro de compte valide? Donc, à lui. Okay. Mais il faut aussi qu'il vérifie
le problème de la double dépense. Il faut aussi qu'il vérifie qu'elle n'est pas en train, à la même seconde, d'envoyer le Bitcoin à lui pour lui acheter la Tesla et l'envoyer à une autre adresse dont elle posséderait les clés. Se le renvoyer à elle-même, en fait. Puisque, vous avez bien compris, et vous le verrez quand il y aura plus de blocs, en fait, c'est vraiment un réseau décentralisé qui va enregistrer cette transaction, donc qui va la rendre possible. Contrairement à une transaction qui circule dans un système centralisé où il y a potentiellement un passe-droit qui va dire non, voilà, tout passe par moi et donc je vois bien que tu ne peux pas envoyer un Bitcoin à 2 endroits en même temps à la même seconde. Mais là, c'est donc un réseau mondial décentralisé et il n'y a pas de chef. Donc, comment fait-on pour résoudre le problème de la double dépense? En fait, il a créé un certain nombre de règles, et là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails quand même, mais qui ont trait au timestamp, donc à l'horodatage, en fait, et qui ont trait au choix, au système de consensus. Et le système de consensus, donc du coup, ce mot est un mot-clé, le consensus, c'est comment, du coup, un réseau mondial sans chef se met d'accord. Comment ils se mettent tous d'accord sur quelle transaction est valide? Est-ce qu'elle a le droit de l'envoyer et pourquoi, etc. etc. Okay, est-ce que c'est légitime qu'elle l'envoie? Et si elle l'envoie à 2 endroits, laquelle est légitime et laquelle n'est pas légitime? Donc, il y a une sorte d'horodatage et de système de consensus qui s'appelle la preuve de travail. Vous en avez peut-être entendu parler récemment puisque la Commission européenne discutait un projet de loi pour interdire le minage en preuve de travail. Et c'était assez, voilà, je ne veux pas faire du politique bashing, mais c'était effrayant de voir en fait, l'ignorance réelle. Alors après, cette ignorance, elle est soutenue dans les médias. Il y a énormément de fausses informations qui circulent sur la preuve de travail. C'est assez effrayant, mais se dire qu'au niveau des politiques, on peut arriver à ce degré d'erreur, c'est quand même assez effrayant. Voilà, pour moi en tout cas. Et Dieu merci, les députés ont voté contre. 24 contre 32. Donc, le minage en preuve de travail n'est donc pas interdit sur le sol européen. Alors, le minage en preuve de travail. Donc, du coup, cette question de la double dépense, elle est résolue et on va voir comment ça fonctionne, en fait. Comment ça fonctionne quand on mine. Parce que miner, c'est quoi? En fait, miner, c'est donner à un moment à une personne dans le réseau, qui va s'appeler donc mineur, le droit d'écrire un bloc, le droit d'écrire le prochain bloc. Là, pour l'instant, on a, on va dire, 3 nœuds qui sont synchronisés, 3 ordinateurs qui ont une copie du bloc de la genèse, du premier bloc. Là, je pars sur la blockchain Bitcoin, il y a beaucoup d'autres blockchains, mais c'est Bitcoin qui a inventé en fait la techno blockchain. Alors, et qu'est-ce qu'on va enregistrer dans le prochain bloc? On va enregistrer ces informations, donc dont l'une peut-être, puisque dans chaque bloc, il y a entre 3000, enfin, il y en a entre 2 et 3000 transactions, 2 ou 3000 informations. Ça peut être quelquefois un tweet, hein. C'est généralement des transactions financières, donc qui disent un tel envoie de l'argent à un tel, ok? Donc, par exemple, elle envoie de l'argent à lui, sans qu'il y ait leur nom, etc. Mais c'est comme s'il y avait leurs IBAN, okay? Comme s'il y avait leurs informations de compte, mais sans lien direct avec leur personne. En revanche, le lien n'est pas facile à dissimuler. Donc, voilà. Donc, cette information, par exemple, qui va être dans le prochain bloc, celle-là représente le fait qu'elle lui envoie de l'argent. Okay? Et donc, pour miner toutes ces transactions, et pour arriver donc, vous imaginez bien un bloc orange, hein, parce que rouge et jaune, ok, il faut un système de consensus. Comment ils peuvent se mettre d'accord? Eh bien, comment ils se mettent d'accord? Ils se mettent d'accord en utilisant de l'énergie, de l'électricité pour chercher le nonce. Alors, attention, là, c'est un peu complexe, mais si vous êtes, il y a des morceaux que vous ne comprenez pas, c'est pas très grave, ok? C'est vraiment pas très grave, je vais rentrer dans un détail très détaillé. Ok, le nonce, c'est quoi? C'est un chiffre au hasard, j'ai bien dit au hasard, qui, une fois qu'il est mélangé avec les transactions, ok, et avec
la ligne qui explique la création monétaire. Donc ça, c'est les bitcoins. Donc la personne qui va miner le bloc, mineur, il va gagner 6,25 bitcoins aujourd'hui. En fait, au début, c'était 50, voire peut-être 100 la première année. Je crois que c'était 50 au début. Mais maintenant, c'est toutes les 10 minutes. Donc, à chaque bloc, puisqu'il y a 10 minutes d'écart entre chaque bloc, à chaque bloc, il y a une création monétaire de 6,25 bitcoins. Quand j'ai commencé l'atelier en 2018, c'était 12,5 bitcoins qui étaient créés à chaque bloc pour récompenser l'effort du mineur. Donc, il cherche le nonce, qui est un chiffre au hasard. Il résout un problème cryptographique, en fait, mais qui n'est pas complexe, qui demande beaucoup de ce qu'on appelle brute force, force brute. Il faut essayer juste beaucoup de chiffres, OK? Mélanger avec les transactions, mélanger avec la création monétaire, et mélanger avec l'empreinte du bloc précédent. Donc là, vous ne les voyez peut-être pas, mais vous vous souvenez des Lego, il y a des petits plots. Donc ça, c'est l'empreinte. L'empreinte, c'est en fait le H. H-A-S-H. Okay, le H du bloc précédent. Et une fois que ces quatre choses sont mélangées ensemble, alors le bloc, le H du bloc, voilà, quand ces quatre choses sont mélangées ensemble et passent par l'algorithme de hachage, et oui, vous ne l'auriez pas cru, mais ceci est un algorithme de hachage, voilà, avec des petites hélices et ça tourne et tout ça. Donc, en fait, ça, c'est un petit programme disponible pour tout le monde et qui fait de la cryptographie asymétrique. Je vais vous expliquer dans une minute ce que c'est la cryptographie asymétrique. Donc, une fois que ces quatre choses sont mélangées, sont passées par l'algorithme de hachage qui, dans le cas de la blockchain Bitcoin, s'appelle SHA, donc S-H-A 256. Quand c'est passé 2 fois par cet algorithme, alors le H du bloc, le H, c'est une suite de caractères alphanumériques, donc c'est A, B, 47, 12, 23, C, etc., etc., etc. Cette suite de caractères commence par 14 0. Donc voilà. Vous voyez que c'est de la loterie. En gros, pour faire simple, il faut juste essayer beaucoup de chiffres pour avoir ce résultat, puisque, et c'est là que j'explique la cryptographie asymétrique, il n'y a pas de façon de prévoir le hash. La sortie de cet algorithme est complètement inconnue. En fait, la cryptographie asymétrique, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous donne donc un hash, une suite de caractères alphanumériques. Vous lui mettez par exemple tout Harry Potter dedans, et il vous sort P, 32, 15, 23, etc. 3 ans après, discrètement, vous effacez le point au-dessus d'un point-virgule à la page 267 de Harry Potter et vous lui remettez dans l'algorithme de hachage tout Harry Potter. Et là, vous allez obtenir A1, 2, 42. Donc là, vous aurez une preuve irréfutable que le document n'est pas le même, puisque le hash va être totalement différent. C'est pour ça que ça permet, et en revanche, il n'y a pas de programme qui fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez A1, B, etc., enfin voilà, bon, je ne me souviens pas de la suite que je vous ai donnée, mais vous avez compris, si vous avez le hash, vous ne pouvez absolument pas rentrer le hash dans un programme qui serait en miroir et ressortir tout Harry Potter. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, avec le moindre changement dans le document initial, vous avez un hash qui est totalement différent. Donc, vous savez de manière certaine, vous ne savez pas où est l'erreur, où est la fraude, mais vous savez de manière certaine que ça n'est pas le même document. OK? Donc, on revient au minage de Bitcoin. Donc, en preuve de travail. Tout cet ensemble est passé 2 fois dans l'algorithme de hachage et du coup, le hash commence par 14 0. C'est difficile à trouver, ça demande beaucoup d'essais et d'erreurs. C'est pour ça qu'il y a maintenant pour Bitcoin, au départ, on pouvait miner du Bitcoin avec un simple ordinateur, etc. Et il y a des chaînes encore, des blockchains qui se minent avec même un téléphone portable, ok? Mais maintenant, pour Bitcoin, c'est monté en puissance et donc en sécurité, puisque plus il y a de personnes qui participent dans le monde entier et plus le coût est important, l'effort est important, plus il y a plus il y a de sécurité. Alors après, on n'est pas inquiet sur la sécurité de la chaîne Bitcoin, puisqu'elle a dû subir peut-être en 13 ans 13 000 tentatives de hack.
et elle n'est jamais tombée. Il y a des hacks sur d'autres blockchains, il y a des fois des hacks sur des services qui sont branchés sur une blockchain, qui sont en fait une tierce partie, comme vous pouvez avoir, par exemple, le site Amazon qui tombe momentanément, ou, voilà, ou Twitter qui tombe, mais ce n'est pas forcément l'infrastructure de Twitter qui a été attaquée, et c'est encore moins l'infrastructure d'Internet mondial qui a été attaquée. Ça peut être juste le service, en fait, qui fait l'objet d'une attaque. OK? Donc la blockchain Bitcoin, on n'est pas trop inquiet, mais voilà, c'est plus il y a de personnes qui sont impliquées et de ressources qui sont engagées pour la sécurité, moins il y a de chances qu'il arrive quoi que ce soit. Donc, quand tout ça est passé dans l'algorithme de hachage, vous avez bien compris que 14.0, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois que le mineur a trouvé le hash qui va bien, il diffuse cette information dans tout le réseau en disant, voilà, j'ai un bloc avec un hash qui commence par 14.0, et tout le réseau fait, bah, bien sûr, OK, tu as un bloc qui commence par 14.0. Ça ne fait l'objet d'aucune contestation. C'est hyper facile à vérifier, hyper facile à voir, en fait. Et du coup, difficile à trouver, facile à vérifier. Et c'est là qu'on atteint le consensus. Tout le monde est d'accord. On va dire, par exemple, que c'était ce jeune homme qui a miné, OK? Donc, il a cherché. Alors, dans mes ateliers en personne, je fais fouiller les gens, je fais participer, puisque je ne fais pas du Lego en vidéo, en fait. D'habitude, je fais du Lego en personne. Donc voilà, je fais fouiller les gens dans une caisse et tout, et trouver, par exemple, un petit lapin blanc. Bah, je l'ai trouvé d'ailleurs. C'est vraiment un coup de chance. Voilà. Donc, il trouve le petit lapin blanc, et c'est le nonce qui représente le nonce, en fait. Il est donc, tout le monde est absolument d'accord que c'est bien lui qui mine le prochain bloc. Donc, vous vous rappelez, il y avait ces informations-là à rentrer dans le bloc. Et du coup, le bloc est comme ça. Il mine, donc il reçoit la récompense qu'il ne peut pas dépenser tout de suite. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, 6,25 bitcoins, il ne peut pas la dépenser tout de suite, et il branche le bloc sur la chaîne, okay, puisque c'est lui qui a eu le droit de l'écrire, et ça fait consensus. Il n'y a personne dans le réseau qui dit non, non, peut-être pas, etc. Et donc tout le monde, tous les nœuds du réseau se mettent à jour. Donc vous avez déjà 3 nœuds, ils disent OK, donc le bloc numéro 2, c'est celui-là. Et on repart pour un tour. Et il y a des gens qui rentrent dans le réseau. On peut rentrer quand on veut. Et on rentre et on se met à jour. Voilà. On rentre, on se met à jour. Toc. On rentre, on se met à jour. Et voilà. Si ce soir, vous voulez opérer, donc maintenir en fait chez vous un nœud Bitcoin, il vous faut un disque dur externe, je pense, hein, mais de 500 gigas, à peu près 500-600 gigas. Ce n'est pas quelque chose d'inconcevable. Et si vous téléchargez toute la blockchain Bitcoin, vous allez télécharger donc à peu près 500 gigas. Vous allez télécharger jusqu'au premier bloc. C'est pour ça que ça s'appelle une chaîne de blocs, une blockchain. Parce qu'en fait, les blocs sont totalement liés les uns aux autres à cause de cette chose dont je vous ai parlé, qui est le hash du bloc précédent et dans le bloc suivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, on a commencé une blockchain. Je vais vous montrer ce qui se passe si la hackeuse arrive. Donc, la hackeuse arrive à un point du réseau. Là, du coup, elle ne peut pas aller au centre puisqu'il n'y a pas de centre. Okay, mais elle est super persuasive. Et puis, voilà. Et elle dit, ouais, mais si on ajoute une petite info, etc., dans le blog, juste un tout petit truc, on va ajouter juste ça, et discrètement, voilà, vers l'arrière. Ce qu'elle vise à faire, elle est très convaincante. Donc, ce qu'elle vise à faire, c'est ça. Et ça, en fait, c'est pas possible. Si elle fait ça, dans le bloc orange, il y a l'empreinte du bloc jaune, du petit bloc jaune. Il n'y aura plus l'empreinte du bloc blanc. Et donc, en fait, elle ne peut pas retrouver le bloc orange derrière. Donc, elle aura quelque chose de cet ordre, quoi. Voilà. Hop. Et ce qui va se passer est assez surprenant par rapport à ce que nous, on comprend. Enfin, en plus, vous êtes en école, donc vous êtes vraiment typiquement dans une structure qui a une forme de centralisation et une forme de rapport de pouvoir qui est classique, qui est ce que j'ai expliqué au début. Ben là,
voilà, vous vous dites, ah, elle va se faire exclure, punir, etc., etc. Eh bien, pas du tout. En fait, ça va déranger personne. C'est les autres nœuds vont constater que son nœud, donc sa copie de la chaîne, n'est pas à jour, n'est pas correcte, il y a un truc bizarre, ok. Et en fait, bah, on s'en fiche. Là, voilà, cette dame, elle rentre dans le réseau, là, et elle va se synchroniser. Elle va regarder, elle va du coup peut-être être connectée à son ordinateur et se dire, tiens, bizarre, elle va connecter avec, elle est connectée avec une centaine, on va dire, et elle va constater qu'il y a massivement la vérité partagée, c'est celle-là, donc elle va se mettre à jour et voilà. Et donc, il va en fait rien se passer. Sauf que elle est sortie du réseau. Et c'est tout. Donc, elle ne peut plus participer au réseau, mais personne n'a besoin de lui dire. C'est technique. Elle a des blocs qui sont invalides. Et donc, tous les autres validateurs de la chaîne constatent donc qu'elle n'est pas, c'est pas valide. OK? Et c'est tout. Il ne se passe rien. C'est pour ça que ça n'a aucun intérêt d'attaquer la chaîne. Donc, généralement, ce qu'elle va faire, c'est dire, ah, oups, loupé, et elle va se mettre à jour et c'est parti. OK? C'est pour ça que j'espère que vous voyez bien la différence avec un système centralisé. Vu que la source d'information, elle est dupliquée, elle est répétée partout, donc pas les transactions, attention, hein, du coup, pas la double dépense. Il faut bien séparer dans votre tête ce que c'est la double dépense. Donc, c'est des transactions qui visent à envoyer une unité d'argent vers plusieurs comptes en même temps, la même unité. Ça, c'est quelque chose qui a été réglé par le protocole Bitcoin. Et là, c'est la duplication de l'information valide, l'information qui a fait l'objet du consensus de tout l'ensemble des participants au réseau, qui ne sont pas tous mineurs. Okay, pour miner, il faut investir aujourd'hui du coup dans des machines qui sont spécialisées, qui s'appellent des ASIC, pour le cas de Bitcoin. Il y a d'autres chaînes qui se minent avec d'autres choses. Hein, mais là, je ne peux pas parler de tous les sujets en une heure. OK, et il y a aussi des simples nœuds validateurs. Alors, j'essaye de me souvenir d'un... Bon, eh ben, le nom m'échappe, mais il y a une entreprise qui commercialise pour moins de 1 000 € et même pour encore beaucoup moins, puisqu'ils ont open sourcé, une façon d'avoir un nœud Bitcoin chez soi, qui donc ne vous rapporte rien. Hein, simplement, vous mettez à jour toutes les 10 minutes, vous ajoutez le prochain bloc. OK ? On a vu une première étape du minage en preuve de travail. On va voir la deuxième et ça recommence toutes les 10 minutes en fait. On va peut-être pas voir la deuxième. Remarque, j'ai pas l'heure. Il est 40. Ouais. Donc, donc on va peut-être faire une première prise de question à ce stade. Est-ce que déjà, il y a vraiment un fonctionnement de base qui est compris pour vous? Il n'y a pas de questions. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Juste, mettez oui alors dans le chat en fait. Est-ce que déjà, c'est clair pour vous ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Parce qu'on va monter un petit peu en puissance en fait. Ça ne va pas être plus simple dans 3 minutes. Donc, s'il y a quelque chose qui vous bloque, vaut mieux me le dire maintenant. Non? Oui, c'est bon? Alors, on a une question. Quelle est la différence avec le proof of stake? Très bonne question. OK, on peut faire le proof of stake. Alors, est-ce que je le fais juste avant ou juste après? Non, je vais le faire tout de suite. Très bien. Donc, la vie continue. Alors, je ne vous remontre pas, mais toutes les 10 minutes, c'est pareil. Et du coup, on va voir sur les Lego. Toutes les 10 minutes, c'est pareil. Il y a un prochain bloc qui est miné. Donc, on va dire que là, c'est lui qui l'a, par exemple. J'arrive au proof of stake. Donc, ça, c'est du proof of work. Lui, il a déjà... dans le mauvais sens. OK. Donc, lui, il a miné, mais il n'est pas encore à jour. Donc, voilà. Je le mets à jour tout de suite. Alors, il se met à jour. OK. Il mine. OK. Donc, il mine le prochain bloc qui était, par exemple, jaune et vert foncé. Je vais aller chercher. Donc, il mine celui-là. OK. Tout le monde a vu. C'est lui qui a trouvé le bloc à 14,0. Tout le monde se met à jour. L'information donc se diffuse dans toute la chaîne, etc.
Et il y a des nœuds qui peuvent être plus en retard de mise à jour que d'autres. Et c'est comme le nœud qui était frauduleux tout à l'heure. C'est pas grave. OK ? La vie continue. On va imaginer, voilà, imaginer plus de blocs, plus de blocs, plus de blocs. Et du coup, il y a plus de personnes qui ont pu miner. Là, hop, hop, ils ont fait quelques dépenses aussi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas tous le même nombre, on va dire. Et il y a eu peut-être cet événement qui s'appelle donc le halving. J'en avais pas, je l'ai évoqué en disant que quand j'ai commencé l'atelier, c'était 12,5 bitcoins qui étaient distribués à chaque bloc toutes les 10 minutes. Le halving, c'est un événement, donc ça fait partie de la politique monétaire de Bitcoin et c'est quelque chose qui est écrit et qui est prévu à peu près tous les 4 ans. La récompense est divisée par 2. Okay ? Donc, on a rajouté plein de blocs. Celui-là, ça y est, il est enfin synchronisé. Et puis, du coup, il y a des personnes, enfin, il y a des nœuds et il y a des mineurs qui ont déjà gagné pas mal de Bitcoin. Il y en a peut-être d'autres qui en ont acheté, OK ? Et qui en ont maintenant, pas parce qu'ils l'ont créé donc selon les règles de la politique monétaire, mais juste parce qu'ils en ont acheté. Et là, le minage en preuve d'enjeu, donc en proof of stake, donc le preuve de travail, c'est proof of work, donc POW, en général, c'est en acronyme. Et le POS, c'est le proof of stake, c'est la preuve d'enjeu. Alors, qu'est-ce que c'est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de dire, on va donner une priorité, un avantage, en fait, pour miner, voire l'exclusivité du minage. Ça dépend vraiment des chaînes et des systèmes de preuve d'enjeu. Mais on va donner un avantage aux personnes qui mettent une caution plus élevée, où on va leur donner le seul droit. Donc voilà, je vais mettre des petits bacs. Ouais. Et on va dire, en imaginant que dans le petit bac, la propriété de chaque coin, du coup, est conservée, lui, il va mettre en jeu, voilà, 4. OK ? Elle va mettre en jeu 4 aussi. Et lui, il va mettre 1 en jeu. Lui, il va mettre 1 aussi. 2, allez, 2. Voilà. Et eux, ils vont donc essayer d'être des nœuds validateurs. Ils veulent écrire les transactions sur la chaîne, qui sont par exemple, voilà, bah, tout ça. Allez, les prochaines, j'ai pas de bloc de couleur bien sympa. Donc, enfin, je les ai pas sortis. Donc, on va dire que ces transactions-là vont viser, toutes mélangées, à créer le prochain bloc qui serait donc gris. OK. Et là, on va miner donc en preuve d'enjeu. Ils ont mis en jeu. Et ceux qui ont mis le plus en jeu, ils sont réputés avoir le moins de raisons de frauder, puisqu'ils vont perdre tout ce qu'ils ont mis en jeu si le réseau découvre qu'ils ont fraudé. Ce qui est virtuellement impossible, puisqu'en fait, les transactions sont vérifiées, en tout cas dans des chaînes très grosses. C'est le problème de la taille du réseau aussi. Les transactions sont vérifiées donc par tout le monde. Enfin, c'est des programmes, OK, on est d'accord. Hein, c'est pas quelqu'un qui est devant son ordinateur qui vérifie. Mais voilà, c'est quand même vraiment difficile et risqué de vouloir frauder. Mais on se dit donc que vu qu'ils ont mis plus en jeu, eh bien, ils vont pouvoir écrire le bloc, puisqu'ils ont moins de chances de frauder. Et voilà. Et donc, ça donne, par exemple, c'est elle, hop, elle écrit le bloc. Ça s'appelle même, du coup, sur Ethereum, on a tendance à avoir des vocabulaires un petit peu... Il y a tout un lexique à acquérir, mais il ne faut pas se laisser bloquer par le lexique si le milieu vous intéresse et la techno vous intéresse. Et le potentiel des applications aussi dont on va parler vous intéresse. Donc, elle forge le bloc. Du coup, on a un vocabulaire un peu différent. Elle forge le bloc et elle garde donc, en fait, la propriété de ce qu'elle a. Et tout le monde récupère ce qu'il avait mis. C'était simplement mis en caution. Ce n'était pas de la dépense, contrairement à Bitcoin qui est de la dépense avérée, qui est de la dépense d'électricité, donc qui ne revient pas, en fait. Je ne sais plus trop où ils étaient, mais vous me pardonnerez. Voilà. Et du coup, le réseau se met à jour. Alors, elle récupère ce qu'elle avait mis en jeu, du coup, puisque tout le monde est d'accord sur le fait que le bloc est valide. Et puis, elle obtient donc une petite récompense en plus. Je dis petite parce qu'elle est un peu plus faible. Et aussi, il y a une répartition, en fait, de la récompense pour toutes les personnes qui avaient mis quelque chose en jeu.
au prorata de ce qu'ils avaient mis en jeu. Donc, on va dire, voilà, ils ont quand même un petit peu bénéficié par le fait de mettre leur coin en jeu pour sécuriser la chaîne. Donc, ça a des avantages du fait que ça passe pas par de la consommation d'énergie. Mais là, alors sur la consommation d'énergie, c'est quasiment, c'est étouffant. Enfin, c'est 95% de fausses informations que vous trouverez sur presque partout. Donc, je vous renvoie vers la vidéo, la chaîne YouTube Grand Angle Crypto en général, à des choses plutôt bonnes et surtout les interviews du début. Et en particulier, du coup, Sébastien Gouspillou, qui est le directeur de Big Block Data Center, qui mine, qui donc crée des fermes de minage. Et c'est son activité. Il a des fermes de minage au Kazakhstan, en Sibérie, au Salvador, du coup, au Congo, etc., etc. Et donc, il explique bien ce que c'est le minage. C'est que le minage, en fait, donc surtout, ne minez pas ce soir chez vous. Ça n'a aucun intérêt sur de l'électricité qui n'est pas un surplus de production. L'électricité est beaucoup trop chère pour que ce soit rentable. Vous avez quasiment aucune chance, en fait, d'obtenir un bloc. Alors, je parle de Bitcoin. Quasiment aucune chance d'obtenir, de valider un bloc. Et donc, c'est de la dépense pure. Donc, en fait, les fermes de minage, aujourd'hui, dans le monde, on avait un problème avec la Chine qui a été résolu par la Chine, qui a interdit donc, le minage sur son sol, parce qu'il y avait effectivement des mines de charbon qui étaient utilisées pour miner du Bitcoin, mais ce n'est plus le cas du tout maintenant, donc depuis 6 mois déjà. Et la croissance, donc on est à 60% à peu près d'énergie renouvelable, c'est pris principalement c'est beaucoup du surplus hydroélectrique. Parce que quand on construit un barrage hydroélectrique, en fait, on le construit pour la consommation dans 20 ans, 30 ans, etc. Donc, et l'électricité, elle est très difficile à stocker et très difficile à envoyer là où il y a des besoins. C'est-à-dire que si vous avez, et l'Australie s'est beaucoup posé la question, même sur le sol australien, en fait, pour pouvoir, voilà, ils ont des surplus de production, est-ce qu'on peut l'envoyer de l'autre côté? Et c'est très compliqué, il y a une énorme déperdition. Donc, en fait, les surplus d'énergie sont quelque chose de réel. C'est une vraie ressource, en fait. Il y a vraiment des endroits où de l'électricité est produite et elle sert à rien. Okay, donc, sur des barrages, ça peut être jusqu'à 95% de la production qui ne sert à rien. Du coup, c'est ces surplus d'énergie que les mineurs de Bitcoin recherchent. Et donc, c'est là qu'ils vont aller faire un contrat et racheter à bas prix, pas gratuitement, mais ils vont racheter à bas coût, en fait, à un tarif préférentiel de l'électricité qui aurait rapporté 0, puisqu'elle n'était pas demandée, donc elle n'aurait pas été vendue ni utilisée. Donc voilà, donc allez voir, si vous voulez en savoir plus sur le minage en preuve de travail, allez voir par exemple les vidéos de Sébastien Gouspillou. Restez très éloigné d'autres sources, entre guillemets, il y a quelqu'un sous pseudonyme, en fait, qui est un banquier central, qui s'appelle Digiconomist. Et Digiconomist, c'est vraiment de la fake news, quoi. C'est de la fausse information. C'est même plus, c'est de la désinformation sur les questions liées aux crypto-monnaies. Ok. Donc, restez loin de ça. Et malheureusement, le papier a beaucoup circulé, en fait. Donc, c'est devenu une espèce de norme de compréhension des choses, alors que c'est de la désinformation active. Et on comprend pourquoi, puisque quelqu'un qui est dans les intérêts des banques centrales, comme vous dites, à chaque fois que, en fait, à chaque fois que la création monétaire, elle se fait de manière un peu, avec des règles qui peuvent évoluer, etc., c'est les personnes qui sont au plus près, en fait, du robinet qui vont le plus bénéficier. Et c'est pas, là aussi, c'est pas du complotisme, c'est juste logique, en fait. Si on est juste à côté du robinet, quand le robinet est grand ouvert, on prend plus d'eau. C'est pour ça qu'il y a une hausse avec, du coup, enfin, là, je ne vais pas partir sur la création monétaire qu'il y a eu, mais juste un chiffre, si ça vous intéresse. La création monétaire dans la zone dollar et la zone euro, c'est de l'ordre de 25 à 30% de la masse monétaire aujourd'hui, donc de tous les euros, tous les dollars qui existent aujourd'hui. Il y a 25 à 30% qui a été créé depuis 2020, voire plus. C'est un accroissement qu'on n'a jamais vu, en fait, de notre vivant.
Et ça sent pas bon, ok? Ça sent l'inflation, ça sent voilà, beaucoup de problèmes. Puisque justement, c'est pas adossé à quoi que ce soit en termes de gain de productivité, voilà, puisque c'est même l'inverse. Donc, fin du sujet, mais renseignez-vous, c'est assez intéressant, la politique monétaire, etc. Alors, pour ceux qui sont anglophones, il y a un livre qui n'est pas, qui parle très peu d'ailleurs de Bitcoin, mais qui est vraiment, si vous avez, alors il est peut-être traduit en français, mais je pense pas, un livre qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent sur les cycles économiques, si le sujet vous intéresse, de Ray Dalio, Raydalio, et ça s'appelle The Changing World Order. Il a écrit aussi spécifiquement sur les crises de la dette, mais j'ai pas lu celui-là, j'ai lu l'autre. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant, surtout pour vous qui êtes jeunes. C'est vraiment un livre qui est super d'avoir lu. Et si vous êtes un anglophone un peu fragile, il écrit, en plus d'être très, très brillant et très solide, il écrit de manière très claire. Voilà. Parenthèse fermée. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, il y a une question. Quid des gouvernements face à ce nouveau système d'échange sans intermédiaire? Moyen, Lucien. Ils sont, voilà, les gouvernements, donc c'est un peu comme toute innovation. Hein. Au début, on dit ils sont fous, c'est n'importe quoi, etc. Après, ils se sont dit mais c'est complètement ridicule. Regardez, nous on gère très très bien, donc pourquoi vous auriez besoin d'un système dans lequel on n'est pas impliqué? Et puis maintenant, voilà, il y a eu la phase où ils sont passés en mode on interdit. Donc voilà, là on est un peu, on est dans le milieu, on est un peu inquiet, surtout en Europe, où on se dit qu'il y a, comme il y a des endroits où l'innovation a été saisie, accompagnée, on a ouvert, et d'autres endroits où on a complètement interdit, ce qui ne fait en rien disparaître, en l'occurrence Bitcoin. Ça peut faire disparaître des entreprises dans un pays quand c'est interdit d'utiliser Bitcoin, de miner Bitcoin, etc. Bien sûr qu'il y a des mineurs qui sont restés en Chine peut-être. Alors il y en a beaucoup qui sont sortis, hein. Ils sont allés au Canada, au Texas et au Kazakhstan, en Russie aussi peut-être. Mais ceux qui sont restés et qui ont décidé de rester en Chine, ils ont changé de travail, quoi. Voilà. Mais Bitcoin n'a pas disparu, comme vous avez pu le remarquer. Et ce qui est même encore plus frappant, c'est que ce qu'on appelle le hash rate, donc la puissance d'énergie qui est utilisée pour sécuriser le réseau, donc pour obtenir ce consensus en preuve de travail, ça a baissé donc brutalement de 30%, parce qu'il y avait beaucoup de minage en Chine, et ça a récupéré tout son hash rate dans les mois qui ont suivi. Je ne parle même pas d'années, en fait. C'était même dans les semaines, je crois que c'est 80% du hash rate avait été récupéré et perdu. Voilà. Donc la Chine a pu interdire le minage de Bitcoin. Il y a beaucoup de preuves qui disent qu'en fait, il y a pas mal de gens en Chine, et en particulier de dignitaires, qui ont des portefeuilles de Bitcoin et ils n'ont pas bougé leur Bitcoin de leur poche. Voilà, ça n'interdit pas, en fait, il ne se passe rien du coup, parce que c'est ça que... Voilà, et on a eu beaucoup de gouvernements qui ont dit, ça y est, on interdit Bitcoin, on interdit Bitcoin, on interdit Bitcoin. Voilà en gros ma réponse. Donc maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent. Alors au niveau français, on a la chance d'avoir un député qui comprend vraiment très bien. Il y en a 2-3 autres qui... il y a Laure de la Raudière aussi qui soutient en fait les activités blockchain en général depuis longtemps. Un autre député dont j'ai oublié le nom est celui qui est le plus connu. C'est un très jeune homme, mais qui est très brillant, qui est très très fort. Il s'appelle Pierre Persson. Person. Et lui, il comprend vraiment très bien comment ça marche et il est vraiment... ses propositions de modification de loi sont super et tout. Là, pareil, sur la même chaîne, vous pouvez trouver une interview de lui, Grand Angle Crypto. Il est très intéressant en France. Donc, je pense que la plupart des politiques, maintenant, évoluent vers une intégration de ce que c'est et que c'est une vraie innovation qui peut apporter beaucoup de bien. Et ils ont compris aussi qu'ils ne pouvaient pas l'interdire. Ils peuvent ralentir et embêter les gens, mais ils ne peuvent pas l'arrêter.
Et donc, on arrive plus à une phase, on va dire, de négociation, de rapport de pouvoir un peu plus égaux, en fait, entre les milieux. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Alors, étant donné que c'est la Banque centrale européenne qui détermine les taux d'intérêt... Alors, on n'entend pas, pardon. Alors, étant donné que c'est la Banque centrale européenne qui détermine les taux d'intérêt directeurs aux diverses banques centrales et de second rang, comment peut-on réguler la création de valeur de blockchain et éviter une éventuelle bulle spéculative pour la faire perdurer dans le temps sans dégrader l'environnement, même si des nouveautés existent? Voilà. Alors, c'est une question en poupée russe. Il y a plusieurs questions dans la question. Donc, je vais essayer d'apporter une réponse. J'espère que ce sera... Donc, l'environnement, je vous dis, est très peu... Enfin, en fait, Bitcoin aujourd'hui, donc qui est la chaîne qui consomme, qui utilise le plus d'énergie, en fait, elle utilise beaucoup moins d'énergie que les sèche-linges. Donc, est-ce qu'on peut juste interdire les sèche-linges, quoi, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que c'est une option ? Est-ce qu'il y a des gouvernements qui se sont dit, c'est bon, on interdit les sèche-linges, ça détruit la planète ? Alors après, si individuellement, comme c'est mon cas, on décide de ne pas avoir de sèche-linge parce que finalement, ça fait le job quand même de mettre sur un étendoir, c'est cool. Mais est-ce que, c'est cette démarche de dire, voilà, donc un truc qui consomme rien en fait virtuellement par rapport à l'aviation, par rapport, etc., qui pollue rien, c'est les émissions carbone, ouais. Voilà, qui produit moins d'émissions que des sèche-linges. Pourquoi voilà, c'est pas des vrais motifs en fait. C'est ce qu'on va voir dans la presse, mais c'est pas la vérité, c'est pas le fond du problème en fait. Le fond du problème, c'est effectivement ce que vous avez mentionné avec la question de la politique monétaire des banques centrales donc européennes ou de la banque centrale américaine, parce que soyons objectifs aussi 3 minutes, même si on est français, la réserve de valeur au niveau mondial, c'est pas la réserve de valeur, mais la devise qui est stockée dans les banques centrales du monde entier, etc., c'est du dollar, ok ? C'est pas beaucoup de l'euro, quoi. Donc la politique de la Fed, en fait, il n'y a pas de, justement, il y a 21 millions de bitcoins et on sait exactement toutes les 10 minutes, je vous l'annonce tout de suite, la fin l'absence de création monétaire débridée sur Bitcoin, je vous la révèle. Voilà. Toutes les 10 minutes, il y en a 6,25 qui sont créés. Dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il n'y en aura plus que 3,125 qui seront créés toutes les 10 minutes. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas... Bitcoin, c'est quelque chose c'est un système qui est conservateur. Il n'y a pas d'évolution de la politique monétaire. La bulle spéculative, c'est vraiment autre chose. C'est pas lié à la création monétaire de Bitcoin, puisque le système, il est limpide, ultra clair, il est connu de tous depuis 2008. Contrairement, du coup, effectivement, aux taux directeurs qui montent, qui descendent et qui changent en fonction des circonstances. Généralement, c'est pour tout simplement repousser le problème et ça ne l'améliore pas. C'est que temporaire. Et voilà, parce que des bulles financières et des écroulements de monnaie, on en a vu depuis que le monde est monde. Littéralement, je crois que c'est la première bulle de crédit, ça date il me semble que c'est du 4e siècle avant notre ère en Chine. C'est documenté. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué, voilà, à un moment, dans une province, ils sont devenus dingues et ils se sont mis à créer plein de monnaies basées sur rien. Et puis voilà, le truc a explosé, c'était pas propre. Donc, on connaît en fait comment ça marche. C'est pour ça que c'est très bien expliqué dans le livre de Ray Dalio, The Changing World Order. Il n'y a pas de nouvelles, quoi. Du coup, la spéculation sur Bitcoin, donc les personnes qui tradent le Bitcoin, ça veut dire qui achètent, revendent en fonction de la variation des cours, c'est juste de l'offre et de la demande. Donc, il n'y a pas de... je sais pas comment dire en fait. Je sens pas un besoin en fait. Moi, je trade pas. J'ai du Bitcoin, mais je le garde en fait. Des fois, j'en dépense un petit morceau, mais je suis pas quelqu'un qui trade. Donc ça, faut plus demander aux personnes qui sont plus expertes des marchés financiers, vous voyez, du trading en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce que ça a une utilité d'intervenir Voilà. J'espère que j'ai pu dégrossir certains sujets et que ça va à peu près comme réponse à la question.
Il y a une question qui rebondissait sur ce que vous disiez avant. Pourtant, 8% des Français possèdent des bitcoins et cela ne cesse pas d'augmenter. Le taux d'imposition est de 30%. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, oui, je pense que beaucoup de personnes sont conscientes du besoin de diversifier. C'est-à-dire que je ne dis absolument pas mettez tout ce que vous économisez dans du bitcoin, c'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, à titre personnel, et je suis pas la seule à penser ça, qui apporte des garanties que l'euro n'apporte pas. Et il y a d'autres risques aussi, etc. L'imposition est sur les bénéfices, donc c'est la flat tax. Donc si vous achetez, et c'est volatile, donc si vous achetez du bitcoin d'ailleurs, oui, des fois on me pose la question, c'est une chose très simple, mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout, en fait, le bitcoin est extrêmement divisible. En fait, il est divisible au 100 millionième. Donc, vous pouvez acheter 10 € de bitcoin, ok? Vous n'aurez pas un bitcoin entier, mais vous aurez un certain nombre de satoshi. Ça s'appelle satoshi, en fait, les centimes de bitcoin. Mais ce n'est pas des centimes, hein, c'est des 100 millionièmes. Voilà. Et ça ne doit pas être le mot exact, mais enfin, vous comprenez. En gros, c'est 100 millions de satoshi pour un bitcoin. Et donc, la taxe, elle s'applique que sur les bénéfices et elle s'applique que quand on a déclenché un événement fiscal. Alors, c'est un terrain un peu technique. En gros, si par exemple, je dépense, je vais vous le montrer en fait. J'ai une carte Visa. Ah non, pas mis mon sac là. Bon, en fait, j'ai une carte Visa qui est sur mon compte, un de mes comptes sur un des exchanges que j'utilise. Et donc, quand je vais au resto et que je paye avec ma Visa, je déclenche un événement fiscal. C'est-à-dire que si je suis en train, en fait, derrière, j'ai approvisionné mon compte, par exemple, avec des bitcoins. Si au moment où je paye, là, je suis imposable sur 30% du bénéfice. C'est-à-dire que si j'ai acheté mon petit morceau de bitcoin que j'ai dépensé pour payer mon repas, si je l'ai acheté en gros et bitcoin, et ça valait 10, et que maintenant, au moment où je paye, ça vaut 18, 18, c'est pas le bon chiffre, ça vaut 19. Dans ce cas-là, je suis imposable sur 3 € du bénéfice que j'ai fait entre les deux. Donc voilà, et effectivement, au moment où je paye, donc je convertis le bitcoin en euros pour payer ma note. Dans ce cas-là, effectivement, le calcul du bénéfice que j'ai fait s'applique. Mais si je l'ai acheté, parce que c'est effectivement assez volatile, si je l'ai acheté et ça valait 20 et que je le dépense, quand je le dépense, il vaut plus que 12, mon morceau de bitcoin, et dans ce cas-là, je ne suis pas imposable. Okay, puisque je n'ai pas généré de bénéfices. Pour les personnes qui veulent sécuriser leurs bénéfices, etc., ce qu'on fait, et donc ça s'est créé, ça je ne vais pas le montrer en Lego, mais il s'est créé tout un gang de crypto-monnaies qui s'appelle des stablecoins. Et les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur une monnaie fiat. Donc la monnaie fiat, c'est la monnaie qui a été décrétée. Alors, et c'est pas arbitraire, c'est vrai, ça a été vraiment décrété puisque depuis 1971 et les accords de Bretton Woods, le dollar ne repose plus sur de l'or. Donc c'est un décret, ok? C'est pas une insulte de dire une monnaie fiat, c'est une monnaie qui a été décidée que c'était une monnaie. Et du coup, voilà, pour pas repasser, en fait, on déclenche un événement fiscal, on devient imposable quand on est repassé en euros ou, par exemple, même en achetant directement quelque chose. Mais voilà. Et du coup, on peut utiliser des stablecoins pour figer une partie de ses gains sans pour autant être imposable. Donc, on achète dans ce cas-là des stablecoins, donc qui peuvent s'appeler UST, par exemple, le stablecoin de Terra. Il y a de l'USDT qui est le plus connu, mais moi, je ne suis pas fan. Apparemment, c'est assez contesté sur qu'est-ce qu'il a vraiment en réserve. En fait, il fonctionne peut-être un peu plus comme une banque centrale, donc avec très peu de réserves en fait par rapport à ce qui est émis, ou en tout cas des réserves pas très sécurisées. Donc il y a USDC, enfin il y a plusieurs stablecoins et il y a une entreprise, je crois, qui sont français qui sont en train de faire un stablecoin indexé à l'euro. J'ai oublié le nom. On va poser une dernière question, du coup, celle de Charles. Quel est l'intérêt de rajouter au compte-gouttes les 21 millions de bitcoins? Pourquoi ne pas les mettre dans le marché d'un coup? Il se régulerait lui-même.
Alors, du coup, il va falloir revoir la vidéo parce que j'ai expliqué que c'est la récompense de l'énergie qui est utilisée pour sécuriser le réseau en créant ce consensus en preuve de travail. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas seulement une politique monétaire, c'est un travail qui est fourni par les mineurs de sécurité du réseau. Alors en revanche, du coup, je ne vous ai pas parlé des smart contracts. Et on a vraiment plus le temps, ouais. On peut encore gratter 10 minutes. Ok, 10 minutes. Puisque du coup, j'ai vraiment parlé du début et donc c'est important de connaître cette histoire. Du coup, je vais rajouter 10 minutes, peut-être du coup en face caméra, peut-être pas avec des Lego. Si j'ai peut-être ce qu'il faut. Alors, ça, c'est vraiment le début et c'est important de comprendre le début. C'est le début et c'est la techno. C'est l'infrastructure, en fait. Du coup, il y avait un jeune homme canadien d'origine russe, Vitalik Buterin, qui était très impliqué dans Bitcoin, qui était développeur d'un des logiciels principaux pour Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Core, qui a été le fondateur, aussi cofondateur de Bitcoin Magazine, qui est une source vraiment solide en fait sur le sujet. Et en 2014, il s'est dit, il avait à l'époque, il devait avoir 20 ans, et il a obtenu la Thiel Fellowship. Donc je vous en parle parce que vous êtes jeune, vous pouvez postuler. Voilà, Peter Thiel, donc, qui est un des grands entrepreneurs de la PayPal Mafia, comme on dit. Thiel, ça s'écrit Thiel, a une fondation qui donne 100 000 dollars à des jeunes qui ont un projet et qui veulent arrêter leurs études pour faire leur projet entrepreneurial, associatif, artistique. Enfin, c'est pas forcément entrepreneurial. Okay, et il donne des bourses, en fait. Et du coup, il a obtenu la bourse pour son projet qui était Ethereum. Et son projet, c'était de créer beaucoup plus qu'un système monétaire international non censurable, etc. C'était créer un ordinateur mondial décentralisé. Il a dit, en fait, c'est génial, Bitcoin, mais on pourrait faire, avec cette technologie du coup sous-jacente qui est Bitcoin, qui est la blockchain, on pourrait faire une blockchain qui peut faire tout, qui peut faire énormément de choses, beaucoup d'autres choses, et en particulier des smart contracts. Les smart contracts, en fait, c'est pas très smart, c'est simplement des contrats automatisés. C'est en gros utiliser une infrastructure blockchain pour enregistrer des conditions qui vont découler sur des résultats de manière automatique et donc c'est inviolable. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure que les informations restent soudées entre elles et donc on ne peut pas altérer une information dans le passé sans altérer tout ce qui est après et donc ça se voit comme le nez au milieu de la figure, donc ça décourage toute tentative. Et du coup, les smart contracts pourraient être des programmes automatisés. Alors, un exemple très simple, ça peut être par exemple l'assurance, une assurance en pair à pair, donc qui ne passerait pas par une compagnie d'assurance, mais on pourrait décider que toutes les semaines, on met de côté 50 centimes et que si on est, par exemple, si on est victime d'une catastrophe naturelle, dans ce cas-là, on touche, voilà, qui va être validé en fait par des instances du coup qui sont extérieures à la blockchain, qu'on appelle des oracles, qui pourraient être par exemple les services qui détectent la météo, les événements météorologiques. Et ça peut être en fait un pool, un regroupement de 10 services. Et dans le contrat, on peut écrire si. Donc si, alors, c'est une logique conditionnelle. Si à tel endroit, catastrophe naturelle, validé par 7 des 10 oracles, enfin des 10 donc services qui indiquent le temps. Si catastrophe naturelle, alors versement. OK ? Et dans mon atelier, je le représente avec un petit pont, puisque c'est conditionnel. Alors, je vais vous faire bien logique conditionnelle, c'est par là. Et voilà, c'est là. OK, nickel, voilà. C'est un petit pont. Et ce petit pont peut donc être inscrit dans un contrat qui sera une des informations qu'on peut mettre dans la blockchain. Donc, une fois que le contrat sera enregistré avec 2000 autres, voilà, ça donnera ça, tout simplement. C'est à l'intérieur.
Et ça se déclenchera peut-être longtemps après. Okay, on va imaginer que du coup, voilà, ce contrat, il est enregistré, donc toute la chaîne se met à jour. Et dans les conditions, on peut aussi mettre, s'il n'y a aucune catastrophe naturelle, alors je récupère 99% ou 100% de mon argent, moins les frais de transaction. En fait, vous avez bien compris que le système des compagnies d'assurance paye des gens qui vont aller vérifier que c'est une vraie catastrophe, paye des gens qui sont dans les bureaux. Et donc, ils ne peuvent pas vous renvoyer l'argent en fait, à la fin de l'année puisqu'il a été dépensé ou réinvesti dans autre chose. Donc, la vie continue sur la chaîne. Il peut se passer des années. Et donc, vous récupérez l'argent peut-être tous les ans. Et puis, jusqu'au jour où, une fois que vous êtes victime, vous allez le toucher. Et la vie continue sur la chaîne. Et ça peut être quelques années plus tard que, par exemple, tout à coup, il y a catastrophe naturelle. Et le bloc qui va être miné, qui déclenche en fait le versement, peut arriver longtemps après. Le smart contract, il était dans la chaîne déjà depuis un certain temps. Et ça n'engage aucun autre effort, en fait. C'est juste à chaque fois des frais de transaction qui sont... il y a des petits problèmes sur Ethereum parce que du coup, c'est la chaîne avec la deuxième capitalisation, donc la valeur qui lui est accordée du coup dans un autre cadre. Et c'est une chaîne qui peut faire beaucoup de choses puisque comme c'était le projet d'origine de Vitalik Buterin et de ses collaborateurs et de ses associés et de ses partenaires, ça fait tellement de choses. Donc, ça fait des NFT, vous avez peut-être entendu les NFT. Ça fait des jeux comme Axie Infinity, etc. Sandbox, Decentraland. Enfin, bon, ça fait de la DeFi, de la finance décentralisée que je ne pratique pas moi-même. Donc, mais c'est en gros, c'est assez proche de la finance traditionnelle, en fait, sauf que c'est fait de manière décentralisée. Donc, il y a des choses très bizarres, des dérivés, enfin, des choses très bizarres. Et à mes yeux, en tout cas. Voilà. Et donc, c'est tellement utilisé Ethereum que du coup, c'est un peu chargé et que quelquefois, les frais de transaction peuvent être très importants. J'ai dernièrement essayé d'acheter un NFT qui n'était pas cher et en fait, les frais étaient tellement élevés qu'ils étaient plus chers que l'œuvre. Donc, je me suis abstenue pour l'instant. Et donc, voilà. Depuis donc Ethereum qui a vraiment démarré en 2015-2017, il y a beaucoup d'autres chaînes qui ont été créées avec beaucoup d'autres propositions de valeur qui sont des fois similaires. Il y a eu une mode, je crois que c'était en 2017, où il y avait les nouveaux projets. À chaque fois, ils disaient « On est des Ethereum killers, on est encore meilleur que Ethereum ». Et maintenant, ils s'abstiennent parce que un peu d'humilité. Donc maintenant, il y a une vague plutôt de projets interchaînes, donc qui rendent compatibles, en fait, qui respectent le travail des autres et qui disent on va rendre notre projet compatible avec plusieurs chaînes, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il faut clôturer? Ok. Je vais juste dire que voilà, je vous remercie. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a juste une ressource en plus? J'ai cité en tant que etc. Déjà, voilà, si vous avez, si vous avez envie de vous intéresser, de creuser, allez-y. Soyez vigilants sur la qualité des sources parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très justes. Et il y a beaucoup, c'était important pour moi de vous transmettre ça, puisque quand on comprend la techno, en fait, on peut trier beaucoup mieux l'information, puisqu'on trouve beaucoup d'informations qui est du pour ou du contre. Des opinions, en fait. Et si vous n'êtes pas armé avec la compréhension de la techno, vous ne pouvez pas évaluer bien correctement vous-même la validité des choses. Donc, je vous remercie et je vous encourage à en savoir plus et voilà, et à évoluer. Et je cherche de temps en temps des stagiaires aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez envie.